Bonjour tout le monde. Alors s'il vous plaît, un peu de silence, comme ça on peut comprendre les deux cours. Alors veuillez fermer la porte, s'il vous plaît. Voilà. Alors aujourd'hui, on va passer au deuxième cours et même au troisième cours. C'est les amibes. Donc on va commencer par les amibes. Le deuxième cours, ça sera les amibes libres. Voilà. Alors veuillez fermer la porte s'il vous plaît. Merci. Alors, on va commencer par la définition. Alors, selon l'OMS 1969, l'amibiase est définie comme étant l'état dans lequel l'organisme héberge Entamoeba histolytica. C'est une amibe pathogène, avec ou sans signe clinique. C'est-à-dire, le fait d'avoir Entamoeba histolytica dans le corps, avec ou sans signe clinique, on a une amibiase, égale amibiase. Donc, sa prévalence a été estimée à 500 millions de cas à travers le monde, donc dans 10% présentant des signes cliniques, parce que l'amibiase, ça peut être symptomatique, ça peut être asymptomatique. Alors, 10% des patients sont asymptomatiques. Donc, actuellement, l'incidence de l'amibiase, elle est estimée à 50 millions de cas. Regardez, de 500 millions, elle est tombée à 50 millions. Pourquoi? Alors, parce qu'on a longtemps confondu Entamoeba histolytica, qui est l'amibe pathogène, qui est responsable de l'amibiase, avec une autre amibe qui s'appelle Entamoeba dispar. Quelle est la différence entre les deux amibes? Entamoeba histolytica est une amibe hématophage, se nourrit de globules rouges, alors que Entamoeba dispar, c'est une amibe non pathogène, non hématophage. C'est ça la différence. Donc l'amibiase égale présence des amibes de type Entamoeba histolytica dans le corps humain avec ou sans signe clinique. Alors passons à l'épidémiologie. La classification, donc embranchement des protozoaires. Quand on dit protozoaire, c'est-à-dire c'est unicellulaire. Donc, sous-embranchement des Sarcomastigophora, classe des rhizopodes, donc ordre des Amoebidae, la famille des Entamoebidae. Alors, dans cette famille, on a trois genres. On a l'Entamoeba, Endolimax et Pseudolimax. Il y a un seul espèce qui est pathogène pour l'homme, qui est Entamoeba histolytica. Les autres amibes ne sont pas pathogènes. C'est-à-dire, quand vous envoyez un examen parasitologique des selles au laboratoire, alors à la recherche des amibes, alors il vous mentionne présence Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, Endolimax nana, Pseudolimax butchli, Entamoeba coli. Les autres, c'est pas la peine de les traiter. Ils ne sont pas pathogènes. La seule qui est pathogène, c'est l'Entamoeba histolytica, qui est responsable de l'amibiase. Alors, on va décrire cette amibe. Alors, regardez. Donc, l'Entamoeba histolytica se présente sous trois formes. Alors, on a deux formes végétatives. Voilà. Alors, on dit la droite et la gauche. Voilà. Ce qui est à droite, voilà, on a deux formes superposées. La forme qui est au nous, c'est Entamoeba histolytica type minuta, ou on dit Entamoeba minuta. La deuxième, Entamoeba histolytica histolytica. Et la forme qui est à droite, c'est le kyste. Alors, en ce qui concerne Entamoeba histolytica histolytica, voilà, qui est en bas, c'est une forme qui est irrégulière. C'est une amibe qui a un corps qui est irrégulier. Donc, c'est une amibe qui se trouve dans les formes aiguës de la maladie, les épisodes aigus de la maladie. D'ailleurs, quand le patient présente une amibiase avec une diarrhée gléro-sanguinolente. Alors, dans la glaire, on va retrouver ces formes. Entamoeba histolytica histolytica. Cette forme, elle est irrégulière. Donc, elle possède un
cytoplasme qui se divise en deux parties. Alors, on a l'ectoplasme qui est hyaline et on a l'endoplasme qui est granuleux et qui renferme des vacuoles à l'intérieur duquel se trouvent les bactéries, les débris alimentaires et les globules rouges digérés. Donc, Entamoeba histolytica est une amibe hématophage. C'est la seule amibe hématophage. Possède un noyau, voilà le noyau. Donc, le noyau, il est arrondi. Donc, possède ce point, il s'appelle le caryosome. C'est un caryosome central entouré d'une croutelle de chromatine périphérique. Voilà. Elle a la capacité de se déplacer. Elle a le pouvoir d'adhérer aux cellules épithéliales intestinales et aussi de sécréter des enzymes protéolytiques qui vont détruire les cellules intestinales et passer vers les vaisseaux sanguins et puis vers les différents organes. C'est ça ce qui fait la pathogénicité de cette amibe. La deuxième forme, c'est la forme minuta. Bon, la taille, elle fait entre 20 à 40 microns. Donc, la forme minuta, alors quand le patient, il présente une amibiase Entamoeba histolytica, on le met sous traitement. Cette forme minuta va se transformer en forme, la forme histolytica va se transformer en forme minuta, qui est ono. Alors, cette forme, elle est petite par rapport à la première. Elle mesure de 15 à 20 microns. Elle n'est pas hématophage, c'est très important. Donc, et elle possède un noyau avec un petit caryosome central et une croutelle de chromatine périphérique, comme la première, avec un cytoplasme qui est granuleux, qui renferme des vacuoles très riches en bactéries et en débris alimentaires. L'Entamoeba histolytica minuta, quand je traite le patient, se transforme en kyste. Donc, l'Entamoeba histolytica se transforme en Entamoeba histolytica minuta après traitement. Mais elle ne s'enkyste jamais. L'Entamoeba histolytica ne s'enkyste jamais. Mais la minuta, elle a la capacité de se transformer en kyste. Le kyste, c'est une forme qui est arrondie, voilà. Il mesure de 10 à 15 microns, renferme 4 noyaux, regardez, il a 4 noyaux, avec le corps sidérophile, un corps en bâton. Les kystes. On se contamine par les kystes. Alors, ces kystes résistent à l'eau de javel, c'est-à-dire même si vous mettez l'eau de javel dans l'eau qui contient des kystes de l'Entamoeba histolytica, donc ça n'a aucun effet. Alors, pour détruire ces kystes, il faut donc une dessiccation ou bien une chaleur qui dépasse 55 degrés pour qu'on puisse détruire ces kystes. Voilà. Alors ça, c'est une vraie photo donc d'une amibe avec un noyau. Et ce qui est en noir, ce sont les globules rouges. Voilà. Alors ça, c'est l'Entamoeba histolytica minuta. Il n'y a pas de globules rouges à l'intérieur du cytoplasme. Voilà. Et ça, c'est un kyste. Il est arrondi parce que la forme kystique, c'est une forme qui est issue de la forme végétative. La forme végétative, d'abord, elle va s'immobiliser, elle va s'évacuer de son cytoplasme, elle va s'arrondir et le noyau, il va subir des divisions et on obtient le kyste qui est la forme de résistance. Le kyste ne contient pas de cytoplasme. Voilà. Le mode de contamination. Alors, c'est une maladie qui est liée au péril fécal. On se contamine par le biais des mains sales, par le biais de l'ingestion des aliments comme les légumes, les fruits souillés par les kystes. Donc, c'est une maladie qui est liée au péril fécal et aussi par le biais de l'ingestion de l'eau qui contient des kystes. Voilà. Le cycle. Alors, le cycle. Voilà. En ce qui concerne le cycle de l'amibiase, on a deux types de cycles. On a le cycle pathogène, ou bien ce qu'on appelle l'amibiase maladie, ou on dit aussi le cycle anormal.
Et on a le cycle normal, ou bien dite l'amibiase infestation. Alors, je vais vous expliquer le kyste. Voilà. Pas mis le microphone. Ah, vous m'entendez pas bien. Voilà, d'accord. Alors, l'ingestion de kyste dans les différents aliments, ou bien par le biais des mains sales. Alors, le kyste, il va tomber au niveau de l'estomac, où il y a les différentes enzymes digestives. Qu'est-ce qui va se passer? On aura une lisse de la paroi du kyste et la libération des 4 noyaux. Chaque noyau va subir une division. Donc, à partir d'un seul noyau, on obtient 2 noyaux. Donc, à partir d'un kyste, on obtient 8 noyaux. Alors, ces noyaux ne vont pas rester comme ça. Chaque noyau sera entouré d'une plage de cytoplasme. C'est ça. Pour former des amébules. C'est les petites amibes. Et bien sûr, ces amibes, ils commencent à se déplacer au niveau de la muqueuse intestinale. Ils vont ingérer tout ce qui est débris alimentaires et bactéries, et ils vont devenir des formes grandes. C'est l'Entamoeba histolytica type minuta. Type minuta. Alors, ces formes minuta, elles vont se transformer en kystes alentour. Elles s'immobilisent, elles se vident de son cytoplasme. Le noyau subit une double division et on obtient un kyste. Alors ça, c'est l'amibiase dite normale, non pathogène, infestation. Alors au cours de laquelle il n'y aura pas de signes cliniques. Alors le deuxième cycle, c'est l'amibiase anormale, ou bien on dit l'amibiase, ou bien le cycle pathogène. Alors qu'est-ce qui va se passer au cours du cycle pathogène? L'Entamoeba histolytica minuta va se transformer en Entamoeba histolytica type histolytica. Comment et pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que il y aura des facteurs qui vont favoriser cette transformation. Alors, parmi les, un sujet qui est immunodéprimé, une femme enceinte, un sujet qui prend des antibiotiques de façon abusive, un sujet âgé, un sujet qui a une inflammation ou bien une maladie qui entraîne une inflammation de la muqueuse intestinale. Alors tous ces facteurs vont favoriser le déséquilibre au niveau de la muqueuse intestinale et la transformation de la forme minuta non hématophage en forme histolytica qui est hématophage. Bien sûr, cette forme minuta va augmenter sa taille et elle va commencer à adhérer aux cellules épithéliales intestinales et à sécréter des enzymes protéolytiques. Alors ces enzymes protéolytiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer des ulcérations au niveau de la muqueuse intestinale. On parle des ulcères en coup d'angle. Ça ressemble à des coups d'angle. Alors des ulcérations en coup d'angle. Et bien sûr, quand on a une brèche au niveau de la muqueuse intestinale, le système immunitaire sera donc sollicité, sera activé, donc où on aura l'afflux des polynucléaires neutrophiles, ce qui va engendrer la formation des abcès au niveau de la muqueuse intestinale. On parle des abcès en boutons de chemise, ça ressemble à des abcès en boutons de chemise. L'Entamoeba histolytica, elle ne va pas rester au niveau de la muqueuse intestinale. Donc elle va emprunter les vaisseaux sanguins, généralement c'est les veines mésentériques, qui vont vasculariser les intestins, et de l'intestin, donc elles vont passer au niveau du foie. Voilà. Et au niveau du foie, elles vont faire la même chose. Elles vont adhérer aux hépatocytes, elles vont sécréter des enzymes protéolytiques et ils vont créer des ulcérations au niveau du foie et puis des abcès hépatiques. Et de là, ils ne vont pas rester stagnés au niveau du foie, ils vont emprunter les vénules sus-hépatiques, le cœur droit, donc le cœur gauche, et puis elles vont être lancées dans la grande circulation, où on peut trouver des localisations cérébrales, rénales et aussi cardiaques, donc et même aussi spléniques, c'est-à-dire au niveau de la rate, c'est-à-dire on peut trouver une amibiase qui est généralisée. Est-ce que c'est clair pour le cycle?
C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? On passe? Voilà, donc l'amibiase, on a deux cycles. Le cycle, ça c'est le cycle normal non pathogène. D'un kyste, on obtient la forme minuta et puis un kyste. Et le cycle pathogène, de la forme minuta, on obtient directement la forme histolytica hématophage à condition qu'on aura des facteurs favorisants. Voilà. La répartition géographique. Alors, l'amibiase est une maladie cosmopolite. Elle sévit dans les pays tropicaux. On dit c'est les pays à climat chaud et humide, à condition qu'il y aura l'absence d'hygiène. C'est une maladie qui est liée au péril fécal. Alors, quand on parle de l'amibiase, c'est le côlon. C'est pas les intestins gras, c'est le côlon. Alors, le côlon, c'est le siège, c'est le premier siège de cette maladie. Alors, généralement, l'amibiase colique se manifeste par trois tableaux. On a premièrement le syndrome dysentérique. Le syndrome dysentérique. Alors, il s'agit d'un sujet qui se plaint depuis une dizaine de jours, donc de douleurs abdominales et de troubles digestifs à type de diarrhée. Voilà. Et puis, on a l'installation du syndrome dysentérique. Alors, le syndrome dysentérique, il comporte, premièrement, on a des douleurs. Deuxièmement, on a le ténesme. Et enfin, on a les diarrhées, les selles glérosanguinolentes. Alors, les douleurs abdominales sont typiques. Alors, ce sont des douleurs violentes qui passent de la fosse iliaque droite vers la région sous-costale droite, vers la région sous-costale gauche, vers la région sous-costale, de la fosse iliaque gauche. On dit c'est une douleur violente qui parcourt le cadre colique, parce que le cadre colique, il est fait comme ça. C'est une douleur violente qui parcourt le cadre colique, mais elle est majorée au niveau des deux fosses iliaques droite et gauche. Ça, c'est très important lors de l'interrogatoire avec le patient. Le patient, il vous dit que j'ai une douleur qui passe comme ça, mais elle est très violente au niveau des deux fosses iliaques droite et gauche. Ça nous oriente vers une douleur amibienne. Deuxièmement, on a le ténesme. Alors, c'est quoi le ténesme? C'est la contracture douloureuse du sphincter anal. Le sphincter anal, il se contracte avec une douleur. Voilà, et cette douleur, elle est soulagée par un envie impérieux d'aller à la selle qui se termine par l'émission de selles nombreuses, faites de 8 à 15 selles par jour, afécales, faites de la glaire et du sang. L'état général est conservé et le patient, il est apyrétique. Il n'y a pas de fièvre. Donc, vous avez un patient qui vient dans votre cabinet, il vous dit que je souffre depuis une dizaine de jours de douleurs abdominales et de diarrhée, de troubles digestifs. Alors, on ne va pas directement donner le traitement. On va enfoncer l'interrogatoire. On doit bien décrire le tableau clinique. Alors déjà, d'abord, il va vous décrire le syndrome dysentérique avec une douleur violente, passe de la fosse iliaque droite vers la région sous-costale droite, vers la région sous-costale gauche, vers la fosse iliaque droite. Donc, on dit c'est le côlon, voilà, et majoré au niveau des deux fosses, avec une contracture douloureuse du sphincter anal et des diarrhées importantes faites de la glaire et du sang. C'est pas de vraies selles, c'est du sang et c'est de la glaire tout simplement parce que les amibes sont hématophages. Ils vont engendrer des lésions au niveau de la muqueuse intestinale. L'état général est conservé. Il n'y a pas une altération de l'état général et le malade n'est pas fébrile. Voilà, il est apyrétique. L'évolution, si vous traitez votre patient, l'évolution, elle est bonne. On a la guérison, c'est-à-dire qu'on a les formes minuta qui vont se transformer en kystes et seront éliminées dans le milieu extérieur. Alors, ou bien les formes histolytiques qui vont se transformer en forme minuta. Alors, si on ne traite pas le patient, si le diagnostic il est mal fait, si on a donné un traitement qui n'est pas adéquat, qu'est-ce qu'il va se passer? On aura des complications. Alors, ces complications sont à type de hémorragie intestinale, les perforations intestinales avec les péritonites, et on a l'amébome.
L'amébome. Alors, c'est quoi l'amébome? C'est une pseudo-tumeur inflammatoire parce que à force que ces amibes nécrosent la muqueuse intestinale, on aura une réaction inflammatoire, on aura une turgescence de la muqueuse intestinale. Elle va être un peu obstruée. Ça va engendrer une pseudo-tumeur, surtout siège au niveau du séquent, qui est la première partie ascendante du côlon. Voilà. Et le tableau clinique se manifeste par un tableau de subocclusion intestinale. Arrêt des matières fécales, arrêt des gaz et des matières fécales avec une douleur. C'est ça le tableau de subocclusion intestinale. Voilà, donc ça c'est les trois complications en absence donc d'un bon diagnostic et une bonne conduite. Voilà. Le deuxième tableau clinique, c'est la colite chronique post-amibienne. Alors, on a le syndrome dysentérique. Deuxièmement, on a la colite chronique post-amibienne. C'est quoi? Alors, si un patient qui souffre depuis longtemps d'une amibiase et il prend un traitement de façon inadéquate, alors qu'est-ce qu'il va se passer? Il aura une élimination des amibes, mais reste des séquelles. C'est des séquelles inflammatoires et neurovégétatives, donc au niveau de la muqueuse intestinale. On trouve ce patient se plaint toujours de douleurs abdominales, de l'alternance de diarrhée et de constipation. C'est ça la colite chronique post-amibienne. Alors dans ce cas-là, c'est pas la peine de traiter le malade avec des anti-amibiens parce qu'on va pas trouver les amibes. Les amibes, ils ont fait les dégâts et ils ont passé. Donc on n'aura que les séquelles. Donc enfin on a la colite fulminante ou l'amibiature aiguë. Donc ce sont des formes rares et graves. Généralement on les rencontre chez les femmes enceintes, chez les enfants prématurés. Alors dans 75% de cas, on aura une localisation hépatique secondaire et se manifeste par des hémorragies intestinales et par des perforations. On peut dire que ce sont les complications du syndrome dysentérique. Voilà. La deuxième localisation, c'est, après le côlon, c'est le foie. Le foie. Donc les amibes passent de l'intestin vers le foie. Alors ces amibes, ils vont nécroser le foie, ils vont créer des abcès. Alors on dit que ces abcès contiennent un pus qui a une couleur chocolat. C'est le pus chocolat. Et généralement, on ne trouve pas les amibes au niveau de pus. On va les trouver au niveau de la paroi de l'abcès. Tout simplement parce que ces amibes sont hématophages, elles n'ont pas besoin des globules rouges, elles n'ont pas besoin de pus, elles ont besoin donc de globules rouges qui se trouvent au niveau de la paroi donc du foie. Donc l'amibiase hépatique se manifeste par ce qu'on appelle la triade, ce qui est en rouge, la triade de Fontan. La triade de Fontan. Alors cette triade, elle comporte une fièvre de 39 à 40 degrés, une douleur siège au niveau de la région sous-costale droite en rapport avec le foie. Elle irradie vers l'aisselle droit et vers l'épaule droit. On dit que c'est une douleur en bretelle. C'est une douleur en bretelle, siège au niveau de au niveau de la région sous-costale droite et irradie vers l'aisselle droit et vers l'épaule droit, réalisant une douleur en bretelle qui va inhiber la respiration profonde. Enfin, donc, tant que le foie il est touché, on va trouver une hépatomégalie. Donc, la triade de Fontan comporte la fièvre, comporte la douleur et comporte l'hépatomégalie. Alors, généralement, quand on fait l'échographie, on a deux stades. Alors, soit l'échographie, elle est normale, malgré qu'il y a un abcès. On dit c'est le stade de l'abcès non collecté. Et le deuxième stade, c'est le stade d'abcès collecté où on peut trouver donc une image donc hypoïchogène au niveau de l'échographie. Voilà. Du foie, on va passer vers les poumons. Alors généralement, dans 20 à 50% des cas, on a une localisation pulmonaire. Alors généralement, la localisation pulmonaire, soit par le biais de la dissémination hématogène, soit c'est par le biais de la localisation transdiaphragmatique du foie
vers le diaphragme et puis vers le poumon. Et dans ce cas-là, c'est le poumon droit qui est le plus touché et beaucoup plus précisément, c'est le lobe inférieur droit où on va trouver soit un abcès pulmonaire, soit on peut trouver un épanchement pleural, donc droit, alors soit on peut trouver une fistule broncho-alvéolaire. Donc ça, c'est les différents tableaux cliniques pulmonaires. Voilà. Les autres localisations, on a dit que ces amies peuvent être disséminées dans la grande circulation où on peut trouver une amibiase péritonéale. Bon, l'amibiase péritonéale, elle est en rapport avec soit la perforation digestive, soit la perforation de l'abcès hépatique. L'amibiase péricardique, c'est la dissémination hématogène. L'amibiase cutanée. Alors, généralement, les abcès amibiens du foie, le traitement c'est chirurgical. On fait un drainage chirurgical de l'abcès. Quand on fait un drainage de l'abcès amibien, on peut ramener des amibes dans le drain. Alors, quand elles arrivent au niveau de la peau, elles vont faire la même chose. Elles vont adhérer aux cellules cutanées et elles vont entraîner une lyse et des ulcérations. Alors, c'est ça les différentes localisations cutanées. Alors, c'est généralement au niveau de la paroi abdominale ou au niveau de la région anale. L'amibiase cérébrale, c'est la dernière. Donc, elle est très rare. On la rencontre dans 0,1% des cas. Le diagnostic. Alors, on va commencer par l'amibiase intestinale. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on doit préparer notre patient. Le patient présente des douleurs avec une fièvre, avec des diarrhées glérosanguinolentes. Alors, je ne vais pas directement demander une selle. Le patient doit être bien préparé. Alors, la veille de l'examen, il doit éviter tout ce qui est aliments qui contiennent des résidus. Et ça, c'est pour tous les examens parasitologiques, hein. Le patient, il doit éviter les féculents, il doit éviter les fruits, les légumes qui contiennent des résidus. Alors aussi, il doit éviter des médicaments comme le charbon, comme les sels de busnite, les huiles de paraffine, ça donne de faux donc négatifs. Et aussi, ça doit éviter les produits de contraste parce que ça va fausser les résultats. Alors, pour l'examen parasitologique des selles, étant de cliniciens, vous êtes des cliniciens, il faut demander 3 examens parasitologiques de selles à 3 à 4 jours d'intervalle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter d'un seul examen. Il est négatif, c'est bon, il n'y a pas une amibiase. Non, il faut demander 3. Si le premier il est négatif, on va attendre 3 jours, on demande un deuxième. S'il est négatif, on va attendre 3 jours et demander le troisième. Si le troisième est négatif, donc c'est négatif. Alors pourquoi? Parce que l'émission des parasites, elle est discontinue. Elle ne se fait pas tous les jours. Et ça, c'est pour tous les parasites, hein. Quand vous demandez faire, s'il vous plaît, un examen parasitologique des selles, d'abord, vous devez préparer votre patient et puis, vous devez donc demander, vous ne devez pas se contenter d'un seul examen parasitologique des selles. Il y a un point aussi important, les selles doivent être soit émises au laboratoire, soit ramenées dans les plus brefs délais au labo. C'est-à-dire, il ne faut pas dépasser 30 minutes. Je ne vais pas mettre la selle dans la boîte et attendre 1 à 2 heures pour la ramener au laboratoire. Pourquoi? Parce que les formes parasitaires, ils vont être lésées. Voilà. Donc, c'est pour ça il faut que la selle doit être fraîche. À condition, on peut donner aux patients un fixateur comme le MIF, comme un fixateur l'alcool polyvinylique. Donc ça permet de fixer les différents éléments, le formol à 5% aussi, ça permet de fixer les éléments parasitaires. Mais de préférence de faire une selle fraîche qui ne dépasse pas 30 minutes. Voilà. Donc les différentes techniques de diagnostic. Premièrement, on va prendre la selle, on va l'examiner entre l'âme et la mêle à la recherche de différents éléments parasitaires, soit des kystes, soit des formes végétatives. Alors, les techniques de coloration, alors je peux examiner la selle à l'état frais, je peux rajouter un colorant. Alors, on a la coloration entre l'âme et la mêle, comme la coloration de Baillanger, donc et Farag. Ça va colorer le cytoplasme des amibes en rouge, et les noyaux en noir. La coloration
de Bailanger et Farag. Il y a aussi la coloration, bien la technique de Sapiro-Lawless. Ça va colorer le cytoplasme aussi en rouge et la paroi du noyau prendre une couleur noire. Voilà. Il y a d'autres aussi techniques de coloration. Voilà. Alors, on peut prendre la selle, on va confectionner un frottis humide, on va pas le sécher, on va confectionner un frottis humide et on va le colorer. On a deux techniques. Soit on a la technique de cône, ou bien la coloration en noir chlorazole, soit on a la coloration de Heidenhain, la coloration à l'hématoxyline ferrique. Il y a une autre technique de coloration, c'est la coloration d'un frottis sec. C'est-à-dire, je prends le frottis, je vais confectionner un frottis sur lame, je vais le laisser pendant 24 heures à l'étuve réglée à 37 degrés pour que le frottis soit sec. Et le lendemain, je vais faire une coloration par la coloration de Bruck et Coleman. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est les différentes techniques de coloration. Donc la coloration, ça peut être simple, comme la coloration de Bailanger. Ça peut être sur un frottis humide. Ça peut être sur un frottis qui est sec. Alors, l'immunofluorescence indirecte, c'est aussi un autre moyen de diagnostic. Donc l'immunofluorescence directe à l'aide des anticorps monoclonaux. On a aussi les techniques de concentration. Parfois, l'examen direct, il est négatif, mais si je concentre la selle, alors ça devient positif. On a plus de chances de trouver donc les éléments parasitaires. Alors, la technique de concentration, ce sont des techniques, les plus connues, les plus utilisées, c'est les techniques diphasiques. Alors, pourquoi on dit diphasique? Parce qu'on va utiliser deux réactifs. L'un, il est aqueux et l'autre, il est lipophile. Alors, on a plusieurs techniques, comme la technique de Bailanger, où on va utiliser comme réactif aqueux l'acide acétoacétique, voilà, et le réactif lipophile, c'est l'éther. Alors, comme la technique de Ricci, on va utiliser le formol à 10% plus l'éther qui est la solution lipophile, donc etc. Les techniques les plus utilisées, c'est ces deux techniques, la technique de Bailanger et la technique de Ricci. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Alors, à partir d'une seule amibe, on peut obtenir une dizaine, voire une centaine. Comment? Par la mise en culture. Alors, on prend les selles du patient et on va les mettre dans un milieu de culture, alors pour obtenir un nombre plus élevé des amibes et avoir plus de chances de poser le diagnostic. Alors, les milieux de culture, alors on a les milieux ordinaires. Donc, comme le milieu de Doble-Laidlaw le plus utilisé, on a le milieu de Cleveland et Collier, ou bien on a des milieux artificiels, on dit axéniques. Alors, quand je dis milieu axénique, c'est-à-dire, c'est un milieu qui ne contient pas des éléments vivants. Il n'y a ni bactéries, ni cellules vivantes. C'est ça le milieu axénique. Donc, le but de ces milieux, c'est d'avoir plus de chances de trouver les amibes, et aussi de préparer les antigènes pour le diagnostic sérologique. À partir de milieux de culture, on peut préparer les différents antigènes. Voilà. Donc, on demande une parasitologie des selles, on doit préparer le patient, on fait un examen direct. S'il est négatif, on peut passer à la coloration. Il y a des colorations simples, il y a des colorations complexes. Alors, on peut demander la mise en culture, voilà, et les techniques de concentration. Alors, on a aussi un autre moyen de diagnostic, c'est la rectoscopie. Alors, la rectoscopie, c'est de faire introduire une sonde rectale, donc pour visualiser la muqueuse intestinale, pour visualiser les ulcérations, les abcès, etc. Donc, il faut éviter de faire une rectoscopie durant la période de dysentérie amibienne, parce qu'elle est très douloureuse. Elle est très douloureuse. On ne demande jamais une rectoscopie durant la dysentérie amibienne, en pleine crise. Donc, parce qu'elle est très douloureuse, quel est l'intérêt de la rectoscopie? C'est bien d'introduire un endoscope
et d'essayer donc de faire des prélèvements au niveau des ulcérations ou bien même de faire des biopsies intestinales et de faire un examen anatomopathologique afin de voir les différentes lésions inflammatoires, les ulcérations et les abcès, et même de faire un écouvillonnage de la glaire qui se trouve sur les ulcérations et l'examiner entre l'âme et la mêle afin de rechercher les amibes. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? C'est clair? Je peux poser des questions à la fin du cours? Pardon? On va venir, ça va venir. Parce qu'en matière de l'amibiase intestinale, le diagnostic c'est ça. C'est l'examen direct. Voilà. Parce que le malade, il est diarrhéique. La diarrhée, sûrement, on va trouver des amibes. Le diagnostic sérologique, on l'utilise soit au cours de l'amibiase hépatique, qu'on va voir, soit au cours des formes compliquées de l'amibiase intestinale. Par exemple, au cours des péritonites, au cours des hémorragies, c'est-à-dire au cours des perforations. Alors, donc, l'examen sérologique, il est indiqué soit au cours de l'amibiase hépatique, on va voir ça, soit au cours des formes compliquées de l'amibiase intestinale. Alors, l'amibiase hépatique, premièrement, les éléments d'orientation, on aura une hyperleucocytose qui dépasse 10 000 éléments par millimètre cube. On peut trouver une anémie fréquente et une perturbation du bilan hépatique, augmentation des phosphatases alcalines, donc, et des transaminases, les asates et les alates. Voilà. Et puis, les éléments de certitude. Premièrement, on a l'examen direct. Donc, le chirurgien, par exemple, il demande une échographie, il visualise donc l'abcès amibien. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire une ponction échoguidée. Une ponction échoguidée, mais généralement, ça ramène pas les amibes. On a dit que les amibes restent accolées au niveau de la paroi de l'abcès. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et bien sûr, ce prélèvement, on peut faire un examen direct entre l'âme et la mêle, on peut faire une coloration, on peut procéder aux mêmes étapes pour le diagnostic de l'amibiase intestinale. Alors, je prends le liquide de drainage, je fais un examen direct entre l'âme et la mêle, je fais un examen avec coloration, je peux réaliser une culture, donc on précède donc aux mêmes étapes de diagnostic. Mais pour l'amibiase hépatique, généralement, le diagnostic se fait par la sérologie. Voilà. La sérologie, alors on a deux types d'examens immunologiques. On a soit la recherche des antigènes, soit c'est la recherche des anticorps. Alors la recherche des anticorps, c'est l'examen sérologique. Alors généralement, on a plusieurs techniques à utiliser en matière de l'amibiase hépatique, la sérologie amibienne. Et généralement, on dit qu'il faut associer deux techniques. Une technique utilisant un antigène figuré et une technique utilisant un antigène soluble. C'est-à-dire, l'antigène figuré, c'est le parasite tout entier. L'antigène soluble, une partie du parasite. Par exemple, un antigène de la membrane, un antigène nucléaire, un antigène cytoplasmique. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit réaliser deux techniques. Alors la technique qui utilise un antigène figuré, donc la plus connue, c'est l'immunofluorescence indirecte. Alors généralement, ça détecte des anticorps anti-amibiens. Généralement, l'amibe qu'on utilise, l'antigène, c'est l'antigène tout entier, c'est l'amibe tout entier. Généralement, les anticorps apparaissent vers le 3e, voire le 4e jour de la maladie, de l'apparition des symptômes. Et puis, ces anticorps, ils vont commencer à augmenter jusqu'à ce qu'il arrive à un seuil de 1 sur 800. Il reste pendant une vingtaine de jours et puis ça va diminuer progressivement. Alors, quand est-ce qu'on a une négativation de la sérologie? Après une année de la contamination. Après une année, voilà, de la contamination. Les autres techniques qui utilisent les antigènes solubles, alors on a l'ELISA, c'est la plus utilisée, c'est Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Donc, c'est la technique la plus utilisée, la plus sensible, la plus spécifique. Donc, on a l'hémagglutination, voilà. On a l'immunoélectrophorèse et l'électrocinérase. Mais on doit associer deux techniques, l'IFI avec une de ces techniques. Voilà.
Donc, les autres techniques peuvent utiliser le test de latex et la fixation du complément. Ce sont des techniques délaissées, on les utilise pas actuellement. Donc, il faut faire deux tests sérologiques. Donc, il faut associer deux techniques, une utilisant un antigène figuré et l'autre utilisant un antigène soluble. Et il faut répéter cette technique 15 à 20 jours après. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais faire une sérologie. Après 15 à 20 jours, je vais refaire les mêmes techniques. Pourquoi? Pour suivre la cinétique des anticorps. Voilà. Les coproantigènes, généralement, ce sont les antigènes qui se trouvent au niveau de la selle et on les détecte par la technique ELISA. La biologie moléculaire, c'est une technique d'actualité. C'est une technique, c'est la polymérase chaîne réaction. On détecte le parasite en utilisant ou bien en cherchant son matériel donc génétique et ça permet de différencier entre les souches sensibles, les souches pathogènes et les souches non pathogènes. Voilà le traitement. Donc, vous arrivez à poser le diagnostic de l'amibiase. D'abord, vous êtes orienté par la clinique et puis par le diagnostic. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que je sais que le programme, il est en compression et vous devez apprendre. Vous devez apprendre parce que l'amibiase, vous ne la verrez pas. Donc, c'est en 3e année, donc vous devez l'apprendre. Vous devez connaître comment on pose le diagnostic de l'amibiase. Donc, un patient avec une diarrhée gléro-sanguinolente, il y a de la glaire et du sang, voilà, il y a des douleurs typiques en cadre colique, voilà, il n'est pas fébrile, donc directement parasitologie des selles, à la recherche d'Entamoeba histolytica. Donc, vous préparez votre patient la veille. Il ne faut pas manger de la viande ou bien de poire, des éléments qui sont très riches en résidus, pas des huiles de paraffine, pas de sel de charbon, pas de produits de contraste qui vont fausser donc les résultats, qui vont rendre les selles du patient noirâtres. Donc on ne peut pas voir les parasites. Faites. Les bons cliniciens demandent 3 examens parasitologiques de selles à 3 à 4 jours d'intervalle parce que l'émission des parasites, elle est discontinue. Après, donc, si vous avez le résultat présence de kyste ou bien de forme minuta ou d'Entamoeba histolytica, donc vous traitez votre patient. Alors, comment on traite le patient? Généralement, on utilise les nitroimidazolés. Donc, comme le nitronidazole qui est le flagile, vous le connaissez tous, c'est des comprimés à 500 mg. Il y a aussi des perfusions. La dose à donner, c'est de 30 à 40 mg par kilo et par jour, ou bien on dit de 1,5 à 2 grammes par jour pour une durée de 7 à 10 jours. Voilà. Donc, il y a d'autres aussi nitroimidazolés. On a ce qui est en rouge, on a l'ornidazole, le tinidazole et le secnidazole. Ce sont des nitroimidazolés. Alors, ce sont des comprimés de 500 mg. Généralement, l'ornidazole et le tinidazole, donc, ça se donne pendant 3 à 5 jours. Donc, la durée, elle est courte par rapport au nitronidazole. Pour le secnidazole, normalement, on donne 2 grammes en une seule prise. Donc, si on veut plus étaler la durée de traitement, donc le secnidazole, une prise de 2 grammes, voilà, une seule prise, et on aura normalement de bons résultats. Soit l'utilisation de la voie IV ou la voie orale. La modalité. Alors, pour la dysentérie amibienne, comment on traite le patient? Généralement, on donne le flagile. On dit que le flagile ou bien les nitroimidazolés, ce sont des amibicides de contact et tissulaires. De contact, ils vont détruire tous les amibes qui se trouvent au niveau de la lumière intestinale. Tissulaires, ils vont même diffuser au niveau de la sous-muqueuse intestinale. Donc, on va donner le metronidazole pendant 7 à 10 jours à raison de 1,5 à 2 grammes par jour. Voilà. Donc, après cette durée, on va donner ce qu'on appelle les amibicides de contact, comme le nifuroxacide, l'ersulfuril, normalement vous le connaissez tous, la nifuroxacide, l'ersulfuril, la paramomycine, ce sont des amibicides qui agissent seulement au niveau de la lumière intestinale. Voilà.
Donc, on peut aussi associer au traitement des antibiotiques, des antidiarrhéiques, des antidouleurs, donc pour soulager le patient. Donc ça, c'est le traitement de la dysentérie amibienne. Alors, pour l'amibiase hépatique, on a deux stades. Si on est au stade de l'amibiase non collectée, c'est-à-dire les images ne sont pas encore visibles au niveau de l'échographie, la sérologie, elle est positive, le patient se plaint de la triade de Fontan, mais on est au stade non collecté. Alors on donne le même traitement que la dysentérie amibienne. Métronidazole, 7 à 10 jours, et puis le relais par un amibicide de contact. Si on est au stade collecté, c'est-à-dire que si je mets mon patient ce traitement médical pendant 1 mois et j'ai pas de bons résultats, qu'est-ce qu'on fait? On passe au traitement chirurgical. Donc le chirurgien, il est obligé de drainer l'abcès amibien pour avoir la guérison. Voilà. Et la prophylaxie, on a dit que l'amibiase est une maladie qui est liée au péril fécal. Donc quels sont les moyens de prophylaxie? Traiter les réservoirs de parasites, c'est-à-dire les porteurs sains. On a dit l'amibiase, c'est pas forcément qu'on a des signes cliniques. C'est défini comme la présence des amibes de type Entamoeba histolytica dans le corps avec ou sans signes cliniques. C'est-à-dire il y a des porteurs sains comme le corona. Il y a des porteurs sains qui n'ont pas de signes cliniques mais qui ont de la maladie. Alors il faut traiter le réservoir. Même si le patient n'a pas de signes cliniques, il faut le mettre sous traitement donc anti-amibien. C'est ça le traitement de réservoir. Donc, améliorer l'approvisionnement en eau, la mise en place de latrines et de ne pas utiliser les engrais humains. Donc, protéger les sujets sains en suivant les règles d'hygiène, prophylaxie individuelle, de bien laver les légumes et les fruits, de faire bouillir l'eau en zone d'endémie et de bien se laver les mains. Ça, c'est le premier cours. Voilà. Est-ce que c'est clair et est-ce que vous avez des questions?